Valérie Chassin, je travaille pour le groupe PSA, je travaille au sein de la DSI dans une entité qui s'occupe de systèmes de sécurité, de systèmes d'information et j'ai en charge en fait la maîtrise d'ouvrage de nos outils d'IAM. Je suis fonctionnelle et pas technique, donc je vais essayer de vous faire un petit rétexte sur 16 ans d'IAM chez PSA. Deux parties à la présentation, une partie pour vous présenter un peu le contexte, donc nos grands principes et sur quoi on se base pour gérer notre IAM, et puis ensuite un bilan avec les atouts, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui a bien marché, ce qui a marché un petit peu moins bien. Alors, un joli graphique pour montrer que l'aventure de l'IAM chez nous, elle a commencé vraiment dans les années 2000. Ça a été le début des constructions des premières briques de ce qu'on appelle Réunique et notre référentiel unique de sécurité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dès les années 90, chez PSA, il y a déjà une directive qui a été donnée, c'est que chaque personne devait avoir une identité unique et utiliser cette identité unique pour s'authentifier dans les systèmes qu'on avait à l'époque. Donc comme on était sur du mainframe, c'était du TSS, ça s'appelait le référentiel unique des personnes, mais c'était déjà, en fait, je dirais, les prémices d'un IAM. Vers les fins 90, on a mis en place un annuaire, un méta-annuaire pour essayer déjà d'agréger les informations des personnes. Donc on avait la base de sécurité qui venait du mainframe, mais on avait aussi les premiers systèmes RH centralisés qui nous ont permis en fait de commencer à construire cet annuaire-là. Et puis, petit à petit, on a construit les briques suivantes, donc un référentiel d'identité. Et puis, derrière, tout ce qui était administration des droits de ces identités pour tous les collaborateurs. Puis, l'étape suivante, ça a été de construire la même chose, mais cette fois-ci pour nos fournisseurs et pour le réseau commerce. Voilà. Ensuite, on a rajouté une fonction d'autodépannage. Et petit à petit, comme ça, on a construit toutes ces briques. Ça nous a pris 10 ans. Donc on pourrait dire depuis 2010 on fait rien, c'est pas tout à fait vrai, c'est que depuis 2010 on fait vivre ces briques-là parce qu'en fait l'IAM ça bouge tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des nouveaux besoins, on a des nouveaux types de salariés qui arrivent ou types de partenaires et on est en permanence en train de faire évoluer nos systèmes. Ce qui est important à noter, c'est qu'en parallèle de la mise en place de ces briques, il y a eu aussi des évolutions au fil du temps, c'est-à-dire qu'une des premières choses qu'on a mis en place, dès qu'on a eu ce référentiel d'identité, c'est de l'interfacer avec le référentiel de la sécurité physique. Ça veut dire que depuis le début des années 2000 chez PSA, quand une personne a une identité qui devient invalide, automatiquement son badge d'entrée est suspendu aussi. Ce qui fait qu'on s'assure qu'une personne ne peut plus accéder à nos systèmes d'information, mais ne peut plus non plus rentrer sur nos sites. La grosse étape suivante qui est très très importante et qui nous facilite la tâche aussi, c'est qu'on s'est interfacé avec le référentiel des fournisseurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un fournisseur qui a besoin d'accéder à nos systèmes d'information, il se déclare dans un système propre aux achats et cette déclaration génère automatiquement la création de son identité dans nos systèmes. Et dès lors qu'un fournisseur définit qu'un contact n'existe plus chez lui, automatiquement son identité chez nous disparaît. Autre étape importante, et là je dirais que c'est vraiment le plus, c'est qu'à un moment, notre RH s'est décidé enfin à faire un référentiel RH monde. C'est-à-dire qu'au départ, chaque pays avait ses systèmes, etc. Il n'y avait pas de version centralisée de toutes ces informations-là. On alimentait notre système avec les gros systèmes RH comme de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, mais les autres pays vivaient en autonomie et devaient en parallèle créer leurs identités dans notre système, dans notre référentiel d'identité. Donc depuis 2010-2011, aujourd'hui, nous sommes entièrement alimentés par les systèmes RH tout pays, ce qui fait qu'on est basé sur un utilisateur qui est payé à une identité, un utilisateur qui n'est plus payé chez nous, ou plus en tout cas reconnu par RH, disparaît lui aussi, voit son identité disparaître. La dernière étape, donc juste pendant tout ce temps-là, on gérait nos prestataires, je dirais manuellement dans le système d'IAM. Et depuis 2015, on a mis en place un nouveau système qui permet de gérer tout ce personnel extérieur dans un autre référentiel. Alors pourquoi ça? C'est simplement parce que le personnel externe, on a besoin de gérer des contrats à différentes missions, des choses en fait qui n'intéressent pas l'IAM et qui venaient juste polluer notre système. Et donc on a commencé à faire un peu de ménage pour mettre les choses au bon endroit. On gère les personnes dans des référentiels de personnes et on gère des identités dans les référentiels d'identité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on gère? Pardon, je suis allée un peu vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on gère aujourd'hui dans la gestion des identités? On gère forcément une identité numérique. Donc, je vous l'ai dit, une personne qui doit accéder à nos systèmes ou à nos sites doit posséder une identité numérique.
une seule identité pour une personne. On essaye. Pas toujours facile, parce que quelquefois, techniquement, on est obligé d'en donner plusieurs. Par contre, à une identité numérique ne doit correspondre qu'une seule personne. Aujourd'hui, on a environ 450 000 identités qui se répartissent entre des identités d'internes, donc tout ce qui est salariés, stagiaires, intérimaires, etc., des externes, donc on retrouve des prestataires et puis un certain nombre de cas particuliers qu'on ne sait pas toujours gérer facilement. Ce qu'on appelle chez nous les tiers. Donc les tiers, c'est en fait tout le réseau commerce et tout le réseau fournisseurs, enfin les fournisseurs qui viennent travailler chez nous. Et puis un certain nombre de comptes fonctionnels. Alors peut-être que vous appelez plutôt ça des comptes techniques. On verra un peu plus loin ce que ça représente. Une fois qu'on a une identité numérique, on doit donner des droits à cette identité numérique. Chez PSA, il y a une règle, c'est que toute application, normalement, doit gérer ses droits d'accès au travers de ce qu'on appelle des rôles applicatifs. Le rôle applicatif, ça correspond à un rôle qu'une personne va avoir dans une application. C'est un objet qui est à la fois fonctionnel et technique. C'est-à-dire que fonctionnellement, on va dire ce rôle, il permet de faire telle chose, il donne accès à telle application. Et il y a une petite particularité, c'est qu'un rôle peut être valorisé, c'est-à-dire qu'on peut définir un périmètre pour le rôle. Alors un périmètre, ça peut être un pays, une marque pour des activités commerce, ça peut être plein de choses. En fait, ça définit le périmètre sur lequel la personne va avoir ses accès. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un rôle de comptable chez nous, je vais être comptable, mais mon périmètre, ça va être uniquement la France ou ça va être uniquement l'Espagne, etc. Donc en fait, c'est le même rôle applicatif, mais simplement au moment où on l'attribue, on définit le périmètre qui va avec. Alors, voilà. Aujourd'hui, on gère à peu près 3000 applications qui ont des rôles applicatifs et ça donne l'équivalent de 17 800 rôles applicatifs. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile à gérer. Un autre objet qui est peut-être un peu plus atypique, c'est ce qu'on appelle chez nous le groupe logique. Alors, ce groupe logique, il est né avec la gestion documentaire. Bien évidemment, quand on fait de la gestion documentaire et qu'on veut gérer les droits d'accès à des documents, on ne peut pas se permettre de créer un rôle applicatif par document, ce serait forcément beaucoup trop lourd. Donc en fait, il a été mis en place un outil qui permet de rassembler des personnes dans ce qu'on appelle des communautés, donc plus facilement des groupes, selon des critères communs. Et donc ces groupes sont soit automatiques quand on se base sur des référentiels, donc on va faire des groupes sur une entité hiérarchique, ça c'est relativement facile, un peu moins simple quand il y a des réorganisations, ou bien parce des personnes ont un métier en commun ou travaillent sur un projet en commun. Ça permet, on s'en sert aujourd'hui donc pour gérer l'accès aux documents, on s'en sert aujourd'hui comme liste de diffusion dans la messagerie, et on s'en sert aujourd'hui aussi pour attribuer des droits d'accès à des communautés. Alors ça, c'est aussi parce qu'un peu dans notre système aujourd'hui, on ne sait pas trop gérer bien les métiers, donc on s'appuie sur ces groupes et on leur attribue des rôles. Et toute personne qui rentre dans le groupe hérite du rôle, toute personne qui sort dans le groupe perd le rôle. Voilà, c'est une façon de gérer une attribution plus automatisée quelquefois de certains droits. Et donc aujourd'hui, on a 30 400 groupes logiques. Et dont 20% seulement sont automatiques, bien qu'à l'origine, l'objectif, c'était d'avoir des groupes tout automatique, mais on manque un peu de référentiel. Ensuite, une fois qu'on a les objets, ensuite on a les acteurs. Alors, aujourd'hui, quels sont les acteurs principaux de l'administration des droits ? Notre administration, elle est très fonctionnelle. On la délègue à des acteurs qui sont pas du tout du métier système d'information, ils sont dans les métiers. Donc en fait, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est qu'un compte AD, ils savent pas ce que c'est qu'une cible technique, une base de sécurité. Eux, ils donnent un rôle dans un système. Donc les principaux acteurs, le premier, c'est celui qui va attribuer les droits aux utilisateurs, qui va rentrer dans notre système pour définir quels droits on donne. Historiquement, on l'appelle l'administrateur de sécurité logique, et historiquement, cet administrateur, il était au sein des métiers, et il avait finalement délégation de la hiérarchie pour attribuer les droits aux personnes du métier qu'il représentait. Ça change un peu dans le temps, on a un peu plus de mal à avoir des administrateurs localisés dans les métiers. Et moi, quand je suis arrivée, par exemple, dans le groupe, on était 30 dans le service et il y avait un administrateur de sécurité logique dans notre service. Donc, il nous connaissait bien, il savait ce dont on avait besoin et il n'avait pas besoin d'aller demander aux hiérarchiques si on avait besoin de tel ou tel droit. Ensuite, il y a les propriétaires de rôles applicatifs, forcément. Ce sont eux qui gèrent leur rôle et qui sont censés faire la revue des droits sur chacun de leurs rôles.
Derrière, il y a le responsable de groupe logique. Je vous ai parlé des groupes. Forcément, il y a un responsable qui est en charge de s'assurer que les personnes qui sont dans son groupe correspondent bien à ce qui a été défini pour ce groupe. Et puis tout au-dessus, on a un responsable de sécurité logique par direction. C'est en gros le pilote de l'ensemble, c'est-à-dire que pour sa direction, c'est lui qui va définir comment les droits vont être administrés, comment il va organiser sa structure d'administration, etc. Donc ça représente un peu de monde, hein, ça représente 1300 administrateurs internes PSA, ça en représente plus de 23 000 pour les tiers, puisque ce système d'administrateurs délégués existe aussi dans le réseau commerce et dans le réseau fournisseur. Et puis je vous laisse lire les chiffres, et on a 15 responsables, puisqu'on a en gros 15 grosses directions. Les identités. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si j'ai fait ce schéma-là, c'est juste pour montrer qu'en fait, à l'origine, les identités, on avait des identités de personnes. Et là, c'était facile. Il y avait des internes, des externes et des tiers. Sauf qu'au fil du temps, avec les mouvements qu'il y a pu y avoir dans le groupe, la création de partenariats avec des gens qui appartiennent à des concurrents mais sont en partenariat avec nous pendant un temps. Donc en fait, ce sont à la fois des gens qui doivent accéder à nos systèmes d'information, mais aussi des personnes dont on ne veut pas leur donner trop de visibilité sur ce qu'ils n'ont pas à voir. Donc c'est un peu complexifié, et alors on a commencé à dire, on va faire un type d'identité à chaque fois qu'on a un nouveau type de personne. Là, on s'est arrêté parce que ça devient ingérable, très franchement. Donc on est en train de chercher une autre méthode. En fait, l'idée, c'était de dire, j'ai un niveau de confiance a priori en fonction de la typologie de la personne qui arrive chez moi. Un salarié en CDI chez nous qui est là depuis 10 ans, on n'a peut-être pas le même niveau de confiance qu'un stagiaire ou qui vient d'arriver, ou bien qu'une personne d'un concurrent qui vient travailler chez nous. Donc, on avait les identités de personnes, on avait les identités de comptes fonctionnels dont je vous ai parlé, donc par type. Alors, il y a des comptes de test, de formation, etc., des comptes pour les applications. C'est tout ce qui n'est pas porté finalement par un bipède. Et puis, on voit arriver depuis quelque temps des identités d'objets. Donc, on commence à travailler sur le véhicule connecté. Mais un véhicule, c'est pas qu'un véhicule. Il a aussi des organes. Et les organes doivent aussi avoir des droits, s'authentifier, etc. Donc, on voit arriver aussi cette population-là. Et on nous parle de l'outillage. À venir dans les identités, parce que ça, on ne gérait pas encore vraiment, ce sont tous les clients. Que ce soit des marques, alors PSA a aussi une banque, donc on a aussi des clients de la banque, et puis on a aussi des clients un peu bizarres qui achètent des supports pour faire des camping-cars. Alors ce ne sont pas vraiment des clients finaux, mais ça reste des clients. Il faut aussi de temps en temps gérer leurs accès. Donc là, j'ai essayé de faire vite, c'était un parcours assez rapide de ce que peut être l'IAM chez PSA, de ce qu'on gère. Je ne peux pas rentrer dans le détail, je n'ai pas assez de temps, et l'idée, c'est de vous dire un peu, après tout ce temps passé, la sensation qu'on a, est-ce qu'il a bien marché? Est-ce qu'il a un peu moins bien marché? Les atouts, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil d'administration unique pour gérer les droits de toutes les applications. Quelle que soit la technologie de l'application, on sait gérer les droits de ces applications de façon unique. Ça veut dire qu'un chef de projet qui doit définir des rôles pour son application ne se pose pas de questions, elles se définissent. Alors, moyennant bien sûr après de choisir les bonnes cibles techniques, etc. Ceci dit, le processus, il est le même pour toutes les applications. On est capable de déléguer à des gens qui ne sont pas des spécialistes ni de la sécurité ni de l'informatique. On a automatisé toutes les mises à jour. Aujourd'hui, quand on donne un droit d'accès, s'il faut créer un compte dans l'AD, ça va créer un compte dans l'AD. S'il faut déclarer la personne dans SAP, ça va le déclarer dans SAP. S'il faut la publier dans des bases de sécurité, que ce soit des bases de sécurité standards comme l'AD, celle des SAP, TSS ou même dans LDAP, ou même dans des bases de sécurité propres à certaines applications, on sait faire. Alors du coup, avec tout ça, ça fait qu'on a une attribution des droits très très rapide et un retrait aussi en quelques minutes. C'est-à-dire que si une personne arrive, en gros, le temps de la positionner, de lui donner ses droits, en une matinée, on lui a donné tous ses accès. Moyennant bien sûr le temps nécessaire à la validation par certains propriétaires de services qui peut prendre un peu plus de temps, mais c'est indépendant de notre volonté. L'autre point positif, et alors je suis d'autant plus ravie d'avoir ça parce que je suis un peu l'interface des auditeurs externes quand ils débarquent chez nous, c'est qu'on a la traçabilité de toutes les actions. Donc on est capable de dire qui a eu quel droit, par quel moyen et qui a validé ce droit-là. Et puis l'autre point vraiment bénéfique, c'est l'interfaçage avec les référentiels externes, donc les référentiels RH, je vous ai dit, et puis la sécurité physique. Ça, c'était les atouts. Et ce qui fait que l'IAM PSA, c'est vraiment un atout majeur pour PSA. Et c'est un point de passage incontournable pour rentrer sur nos systèmes d'information.
Les limites, parce que malgré tout, il y a aussi des limites. Quand on a construit la solution, on était dans les années 2000. Donc les principes de l'époque sont plus forcément vrais aujourd'hui. À l'époque, on était dans un groupe super stable, rien ne bougeait. Vous rentriez chez PSA, vous restiez chez PSA, et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on voit arriver, on fait des joint ventures avec des partenaires extérieurs, on rachète des activités à l'extérieur, on en cède. Donc en fait, on a en permanence un va-et-vient de personnes qui rentrent et qui sortent dans l'entreprise, qui changent de statut et qu'il faut qu'on arrive à gérer. Il y avait une chose très très forte chez PSA, un collaborateur du réseau commerce, il travaillait pour une marque dans un pays et pour un point de vente. Point. Il était absolument inenvisageable qu'une personne puisse travailler à la fois pour Peugeot et pour Citroën. Manque de chance, aujourd'hui, c'est plus ça a changé et on regroupe des gens et du coup les applications ne savent pas suivre et bizarrement c'est à la sécurité qu'on demande de s'adapter. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des gens qui ont plusieurs identités parce qu'ils en ont une pour Peugeot, une pour Citroën, ce qui ne facilite pas la tâche. À l'époque aussi, tout le monde travaillait chez PSA. Donc on avait des administrateurs qui avaient des gens qu'ils voyaient physiquement et tout se passait bien. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent à l'autre bout du monde, dans des locaux qui ne sont pas les nôtres, avec quelquefois aucun PSA dans le périmètre. Donc, pour toutes les procédures qu'on avait mis en place, de dépannage par exemple de mots de passe, en face à face, il faut aller voir son administrateur pour pouvoir se faire dépanner, ça devient un peu compliqué quand la personne, elle est en Inde et que nous, on est ici à Paris. Bon, j'avais dit, les administrateurs de sécurité sont proches des métiers et de leurs utilisateurs, c'est plus tout à fait vrai. Et en plus, productivité oblige, on a de plus en plus de mal à trouver des administrateurs pour la sécurité, puisque on préfère qu'ils privilégient leur métier plutôt que la sécurité. Donc, on voit arriver des mutualisations, des choses comme ça, et du coup, nos administrateurs s'éloignent de plus en plus de leur population, ce qui facilite pas la tâche. Et puis, ce que je vous disais, au début, c'était simple, il y avait des internes, il y avait des externes, et maintenant, c'est plus tout à fait vrai, donc c'est un peu compliqué. Et puis, je vous l'ai dit, on a commencé en 2000, donc on est sur une technologie qui est un peu vieillissante, hein, donc à laquelle on touche avec beaucoup de parcimonie maintenant pour essayer de la maintenir et qu'elle ne nous claque pas dans les doigts, ce sera un peu gênant. Et puis, on a voulu tellement faire une solution fonctionnelle, donc qui cache en fait les difficultés techniques derrière, que la solution technique qui supporte cette solution-là devient, elle, très complexe. Donc, chaque fois qu'on veut toucher quelque chose, on y va avec des pincettes. Aujourd'hui, clairement, ce qu'on cherche à faire, c'est être plus agile. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, on a des populations qui sont à l'extérieur, donc on commence à mettre quelques solutions pour déléguer à l'extérieur, donc en réduisant les périmètres pour qu'on puisse donner à des prestataires qui ne sont pas du tout chez nous le droit de gérer les droits de leur population. Mais on sait bien qu'on ne pourra pas s'arrêter là, on sait bien qu'aujourd'hui, il va falloir se retourner peut-être vers des solutions de fédération et puis arrêter de dire que PSA a la solution pour l'IAM et s'interfacer avec celle des autres. On doit savoir mieux gérer le changement de statut des utilisateurs. Donc, un externe qui devient interne, un interne qui devient externe, etc. Il faut faire autrement que lui recréer des identités, transférer ses droits, etc. Il faut être un peu plus agile. Et puis, on a une vraie discussion avec notre direction sûreté. C'est que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est définir un niveau de confiance qu'on est capable de donner à quelqu'un a priori. Alors, on traîne depuis des années un truc qui est pas très très bon, c'est que l'identifiant, enfin le logging, ce qui est visible de l'utilisateur, est significatif. Donc c'était super facile, on voyait, ça commence par un E, c'est un externe, ça commence par un U, c'est un interne. Bon, U, on ne sait plus pourquoi, mais ça, voilà. Sauf que quand les gens changent de statut, l'identifiant ne suit pas toujours, au bout d'un moment, l'information, elle n'est plus vraie. Donc on est en train de réfléchir à définir une espèce de niveau de confiance qui pourrait se calculer sur un certain nombre d'attributs de l'utilisateur, mais de sa société, etc., qu'on pourrait afficher aux personnes pour dire, bon, bah attention, celui-là, c'est un pur PSA, celui-là, on a un peu moins confiance, peut-être que si vous lui répondez ou si vous lui donnez des droits, vous devez être plus vigilant. On doit aussi adapter notre modèle d'administration. Je vous l'ai dit, on avait une administration proche des utilisateurs, très déléguée. Dans certains cas, on nous demande de faire plus centralisé. Donc, où est-ce qu'on met le curseur et comment on est capable. Finalement, toute cette partie-là, c'est une question de curseur. C'est où est-ce qu'on le met à un instant T et comment on fait pour le faire varier quand l'organisation de l'entreprise bouge pour s'adapter. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de self-service à disposition des utilisateurs, tous basés sur ce fameux administrateur de sécurité logique. On voit bien que moins on a d'administrateurs, plus il faut que l'utilisateur sache se débrouiller. Donc, essayer d'aller vers plus de self-service.
Une grosse question aussi, c'est on a des applications qui ont un rôle pour accéder à l'application, point. Et après, ils se débrouillent. Et puis on a des applications qui gèrent très très finement les droits dans notre système. Ce qui fait que toute la question se pose de savoir jusqu'où on va dans l'IAM pour gérer les droits à une application, et à quel moment on s'arrête, et quel est le niveau, je dirais, optimum pour que l'administration ne devienne pas trop lourde, parce que dès qu'on veut gérer trop fin, on gère plus. Et quand même un peu suffisamment détaillé pour qu'on sache si l'utilisateur qui a un droit, c'est juste un droit en lecture qui craint pas, ou si c'est un droit d'administration sur lequel il peut modifier. Et puis, la question qui touche à la gouvernance, on a commencé à travailler sur des solutions de gouvernance chez nous, et de la même façon, la question se pose de dire, aujourd'hui, le principe, c'était dans l'IAM, on gère tout, a priori, on met des règles, et si j'ai tel critère, je peux pas avoir tout ça, etc. C'est super lourd à gérer. Donc, à un moment, on se dit, peut-être il faut lâcher prise sur certains droits pas trop sensibles, les laisser s'attribuer plus facilement, et puis au contraire, faire de la gouvernance pour essayer de faire ressortir des anomalies, des choses qui fonctionneraient, enfin, des droits qui seraient peut-être donnés à mauvais escient. Et la dernière chose, c'est bien évidemment intégrer les nouvelles typologies d'identité, ça on en a parlé, les objets connectés, les usagers des objets connectés. Cette notion-là, ça entraîne quelque chose qu'on connaissait pas trop dans l'IAM, c'est des notions de relations entre usagers, un propriétaire qui délègue des services sur sa voiture, donc il y a des relations entre ce propriétaire et les personnes auxquelles il délègue, entre sa voiture et lui, donc c'est un peu nouveau comme concept, et puis les clients. Et voilà. Et donc, si on fait un bilan de tout ça, si on regarde, alors, ce que je vous dis là, c'est propre à PSA. Ça ne veut pas dire que ça s'appliquera pour vous. Nous, ce qui nous a aidé dans la démarche pour déployer ce système-là, c'est que, on avait à l'époque, et on a toujours, une DSI centralisée. Donc, une fois que la DSI avait décidé, elle avait décidé pour tout le groupe, et on n'avait pas besoin de négocier avec chaque partie du groupe pour que la solution se mette en œuvre. La deuxième chose, c'est que l'IAM s'est proposé comme un service d'infrastructure, alors je dis entre guillemets gratuit, c'est-à-dire rien n'est gratuit en informatique, mais là c'est gratuit au sens où un chef de projet qui va déployer une application, il n'a pas besoin de prévoir du budget pour pouvoir implémenter la gestion des droits dans notre IAM. On lui offre le service. Et c'est aussi obligatoire, parce que gratuit c'est bien, mais obligatoire c'est mieux quand même. Donc obligatoire, c'est au sens que dans la démarche projet, il y a des étapes qui sont à franchir, des comités, etc. Et à chacun de ces comités, il y a un certain nombre de livrables où on est censé vérifier que les chefs de projet ont bien prévu de gérer leurs droits d'accès au travers de notre solution, etc. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, certains passent pas à côté, mais à ce moment-là, ils obtiennent une dérogation. À l'époque, alors je peux le dire, ce n'était pas moi, donc je peux lui faire des compliments. On avait un chef de projet maîtrise d'ouvrage qui était très impliqué et très charismatique, c'est-à-dire qu'il a su, dès le départ, montrer sa vision, la pousser, la porter très haut, pour qu'en fait, derrière, ça suive. Alors, il faut dire aussi qu'à l'époque, on n'avait rien, donc c'était un peu plus facile d'amener des choses. Maintenant, avec l'existence, c'est un peu plus compliqué à faire bouger. Et puis aussi, à cette époque-là, et encore on essaye de garder ce lien-là, c'est qu'on a une collaboration maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre qui est très étroite. Et quand je dis très étroite, ça veut dire que côté maîtrise d'ouvrage, on est capable de comprendre quand même un peu la technique qu'il y a derrière et de comprendre les contraintes qu'ils peuvent avoir. Et de la même façon, on a une maîtrise d'œuvre qui maîtrise bien notre côté fonctionnel et qui comprend nos besoins, ou en tout cas qui est capable de nous demander pourquoi on veut telle chose et qu'on leur explique le besoin derrière. On a fait un développement en mode agile, à l'époque où ça n'existait pas agile en fait. Moi, mes camarades m'ont expliqué, je n'étais pas là à l'époque, que les premières specs se faisaient sur des feuilles A4 qu'on donnait à la maîtrise d'œuvre, qui définissaient des petites choses, qui les ramenaient, et il y avait des allers-retours comme ça. C'était pas structuré en sprint, machin, comme maintenant. Mais c'était effectivement des allers-retours qui ont permis de construire, d'essayer des choses, de les abandonner, de recommencer. Il faut savoir que c'était un développement purement interne, donc tout a été fait chez PSA. Et puis, une autre chose importante, c'est que dans cette démarche-là, on a pris en compte le contexte métier. C'est-à-dire que PSA, on a de la fabrication, on a la conception, on a du commerce, on a de la banque. Donc, on est vraiment des métiers très différents et les besoins sont pas forcément les mêmes. Et donc, on a essayé d'intégrer leurs besoins, ce qui a fait que les métiers ont adhéré et ce qui fait le succès aujourd'hui de la solution. Les difficultés, c'est comme tout projet qui dure un peu longtemps, c'est compliqué au début, les sponsors sont partants, on y va, etc. Quand 2 ans après on revient en demandant du budget pour continuer, rajouter une brique, c'est un peu compliqué. Mais là, on avait un chef de projet impliqué.
Ce qui est compliqué aussi, c'est que souvent on nous dit l'IAM, c'est quoi? C'est une base Access et vous gérez des gens dedans, hein, ça suffit. Donc c'est toujours difficile d'expliquer que c'est complexe, que derrière il y a des règles, que non, ça se fait pas en claquant des doigts et qu'un projet d'IAM, ça se fait pas en 6 mois, ou alors chapeau. Peut-être maintenant avec les solutions dans le cloud, mais je ne sais pas. Et puis bien sûr les coûts associés parce que ça coûte cher et que nos dirigeants aiment pas trop quand on leur annonce l'ardoise. Le problème aussi c'est que ça dure longtemps. Comme ça dure longtemps, les besoins évoluent dans le temps. Et donc il faut sans arrêt s'adapter et courir après les nouveaux besoins tout en essayant de garder sa ligne directrice. Donc tout bouge, hein, que ce soit les technos, que ce soit les besoins des métiers, que ce soit les décisions de nos directions sûreté et la mouvance du groupe. Avec tout ça, il faut essayer de s'adapter tout en ne perdant pas de vue l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà.